génération des masses, on a différents partenaires. Donc, vous avez la fenêtre, et si vous avez bien compris de quoi il retourne, vous pouvez valider. Et moi, je vous propose de démarrer, si en tout cas l'un ou l'une d'entre vous veut mettre un premier sujet sur la table, soit sous forme de questions, soit même sous forme de voilà sur quoi je travaille actuellement et je pense que c'est d'intérêt pour les uns et les autres que je vous en parle et qu'on ouvre peut-être un sujet de discussion autour, euh, avec comme fil conducteur qu'on est sur des thématiques de standardisation, évidemment, autour des sujets du MAS, mais pour le reste, c'est évidemment très ouvert. Je sais, Je me permets de me présenter en premier parce que je suis un bien petit sûr. nouveau. On s'était entrevu, Ghislain, lors des rencontres à Lille, du management de la mobilité. Oui. On n'avait pas eu trop le temps d'échanger. Moi, je trouve que ce format, il est extrêmement, très sympa et puis vraiment le bienvenu pour les AOM. Donc, moi, je suis de Grand Poitiers et je suis en charge de la gestion de la data et du développement numérique. Donc, ça embrasse pas mal de choses, c'est-à-dire que ça embrasse des problématiques de réflexion sur nos systèmes, de réflexion sur les standards, sur tout ce qui est capitalisation de la donnée et puis ouverture de la donnée. Et aussi, on est engagé, d'ailleurs au même titre que Jérôme, sur la démarche masse. Donc, ça fait beaucoup de sujets où, aussi bien à l'échelle de Nouvelle-Aquitaine Mobilité et puis à l'échelle locale, on s'interroge sur les standards. Je profite pour vous dire que je commence à remplir votre baromètre. Je n'ai pas terminé, je m'excuse de ce retard. Je trouve que c'est très bien fait parce qu'effectivement, ça pointe les bonnes questions sur vraiment les problématiques des AO en termes de connaissance des standards, niveau de connaissance qui est pas égal quoi en fait, que ce soit le standard et entre AO et aussi la perception par les décideurs et nos élus. Et je pense que ça c'est vachement important pour les AO, de faire prendre conscience à nos décideurs et à notre organisation que la mise au standard, c'est quelque chose qui est relativement important parce que il y a toute une réflexion qui sous-tend la mise au standard, c'est l'évolution de nos systèmes. Parce que nos systèmes qui produisent de la donnée, ils évoluent, hein, que ce soit un SAE ou que ce soit aussi des systèmes d'exploitation dans le domaine des parkings, que ce soit aussi nos outils qui permettent d'acquérir de la donnée sur le terrain et d'actualiser, de mettre à jour notre donnée. Je pense particulièrement aux standards sur les aménagements cyclables. Donc ça, si c'est compris par quelques personnes dont moi, je pense qu'au sein de notre collectivité, c'est peut-être pareil sur d'autres collectivités, c'est pas qu'on voit pas trop l'utilité, mais on a du mal à franchir le cap sur cette nécessité vraiment de mettre au standard. Puis ensuite, de rentrer dans cette démarche d'automatisation, en fait. Ça pose des questions aussi de gouvernance de données, comment on peut capitaliser cette donnée, comment on peut, avec nos outils, facilement la mettre au standard. Voilà, c'est un peu en vrac. Je ne sais pas si d'autres AO se reconnaissent dans ça. Je pense, parce qu'en ayant échangé avec d'autres AO, voilà, ils sont dans cette logique-là. Mais le fait d'avoir mis un baromètre qui permet de poser les choses sur les difficultés rencontrées et sur notre connaissance des standards, je pense que c'est une bonne chose. Une très bonne chose même. Eh ben, en tout cas, voilà un bon nombre de sujets de discussion ouverts sur lesquels je vais laisser réagir les uns les autres. Peut-être juste puisque le baromètre a été évoqué, donc il y a ce baromètre qu'on a lancé avant l'été, alors qu'on avait clôturé l'été, donc on a rouvert à la rentrée pour quelques personnes qui voulaient le compléter. Donc il est encore temps, j'ai envie de dire que là on est à la limite de ce qu'on sera capable de traiter, puisqu'on est en train de vraiment de faire l'analyse et on prépare une publication des résultats, hein, pour le mois d'octobre. Donc on est là vraiment dedans. Donc si tout à fait preneur de votre réponse, Nicolas, évidemment. Donc si vous y arrivez cette semaine, c'est probablement mieux, parce que je crois qu'on est en train de tout clôturer. Sinon, il y aura une version 2 certainement du baromètre prochainement, et qui, j'espère, va venir alimenter à la fois
les débats et la réflexion des uns et des autres, et voilà, apporter aussi des éclairages sur certaines des questions qui viennent d'être soulevées, sur lesquelles peut-être on peut revenir en fonction de l'intérêt des uns et des autres. Je ne sais pas qui veut réagir en premier. Alors, il y avait François Planck par ailleurs, peut-être sur un autre sujet, ou qui veut réagir au choix. Bonjour, François Planck. Donc, je suis plutôt côté plateforme, hein, côté Kinto, qui est la plateforme de mobilité de Toyota. Et en fait, c'était pour lancer un autre sujet. Euh, du côté plateforme, j'ai vu qu'il existait pas mal de calculateurs multimodaux. Par contre, une fois qu'on a calculé et proposé aux utilisateurs des itinéraires, si l'utilisateur choisit un itinéraire, du point de vue de l'expérience utilisateur, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir proposer en fait l'achat de tickets, automatiser en fait l'achat de tickets sur tout le parcours. Et sur la partie agrégation d'achat de tickets, j'ai pas vu grand-chose. Donc c'est une question, c'est est-ce qu'il existe des choses, des standards, des éléments d'agrégation? C'était plutôt une question dans ce sens-là. On peut peut-être faire une petite réponse sur ce sujet qui est évidemment un sujet d'actualité, hein, qui a des composantes quelque part réglementaires et des composantes techniques. Il y a un contexte réglementaire lié à la loi LOM des mobilités et notamment ses décrets d'application qui fixent dans quel cadre des opérateurs, on va dire, de masse au sens large du terme, donc qui veulent distribuer des aides de mobilité peuvent le faire et peuvent y accéder, que ce soit d'ailleurs pour du transport public ou pour d'autres services de mobilité. Donc il y a tout un cadre qui est mis en place et qui est maintenant assez clair depuis presque un an avec la sortie d'un décret en décembre dernier. Et ensuite, il y a le plan technique de ça qui en fait aussi un peu ce qui nous occupe, hein, et l'objet de beaucoup de nos échanges et nos sessions de travail. Comment rendre possible cela techniquement dans un cadre basé sur des standards. Et là, on a des groupes de travail qui, en particulier cette année, produisent et publient différents standards qui rendent cela possible dans différents métiers. Donc sans refaire peut-être tout le panorama, mais on pourrait y revenir. Et puis, si besoin, on peut aussi se partager des informations là-dessus. Il y a des standards par métier, hein, comme l'autopartage, le covoiturage, le partage de vélos, le transport public, le stationnement, qui, pour chacun d'entre eux, vont produire des spécifications adoptées par l'ensemble de l'écosystème progressivement. Et le baromètre auquel on faisait référence tout à l'heure, il avait aussi vocation à mettre en avant ces standards et leur degré d'adoption. Donc, c'est quelque chose qui est progressif et sur lequel il y a vraiment un travail actif mené par le GART, mené par la DGTM aussi, hein, qui est impliqué, et en fait quantité d'acteurs, donc beaucoup sont représentés ici aujourd'hui, qui travaillent là-dessus, mais c'est encore quelque chose qui n'est pas entièrement effectif et qui se fait progressivement à l'échelle de différents projets en fonction de la maturité technologique des uns et des autres, quoi, aujourd'hui. Je ne sais pas si quelqu'un veut réagir là-dessus d'ailleurs, ou si on veut peut-être revenir sur l'un des sujets qui ont été aussi mis sur la table précédemment par Nicolas. Je crois que Jérôme, allez-y. Oui, bonjour à Bonjour tous. Jérôme. Sur la partie communication ou sur la partie achat de titres, j'y vois aussi la partie harmonisation qui est au-delà de la technique, qui est effectivement déjà complexe avec les différents outils, si je prends les exemples d'outils de billettique, mais il y a surtout la problématique de l'harmonisation, c'est-à-dire que quel est le type de titre qu'on souhaite proposer à la personne qui a fait son calcul de parcours. Est-ce qu'on lui propose un titre on va dire occasionnel? Est-ce qu'on lui propose quelque chose de combiné parce qu'il va ensuite se stationner, etc. Donc il y a aussi une réflexion de quel est le type de titre de transport qu'on lui souhaite lui proposer et la complexité que sur son parcours, quels est les différents véhicules moyens de transport qu'il va utiliser et où il y a besoin de coordination, il y a besoin de peut-être d'arbitrer quel est le tarif qu'on va lui présenter. Et souvent sur les calculateurs, il y a aussi le critère, quels sont les critères qu'on propose à l'usager? Est-ce que c'est plutôt un critère de temps? Est-ce que c'est plutôt un critère de prix? Est-ce que c'est plutôt un critère de pollution, etc. Donc,
Voilà, c'est encore des interrogations qui peuvent apparaître sur cet élément-là. Et par rapport à ce que disait Nicolas tout à l'heure sur les interrogations, en tout cas de notre côté Bordeaux Métropole, les interrogations aujourd'hui sont sur la mise en avant de points d'intérêt. Donc, sur son parcours, l'usager recherche potentiellement des arrêts pour faire son parcours, mais ce qu'il le souhaite aussi, c'est pouvoir avoir le centre commercial ou l'école ou Pôle emploi, etc. Donc, il y a nécessité à un moment donné de réfléchir à la mise en forme de ces points d'intérêt et comment on lui présente des éléments d'intérêt général ou est-ce qu'on lui propose des éléments plutôt commerciaux. Et il y a toujours cette difficulté aujourd'hui à bien structurer ce référentiel de points d'intérêt. Donc ça, c'est une interrogation d'actualité pour nous. Et la deuxième interrogation d'actualité, du moment, en tout cas d'ici la fin de l'année, c'est les pôles d'échange. Quand on partage un même référentiel avec plusieurs acteurs institutionnels, comment on définit ces pôles d'échange, qui les définit. Voilà, il y a encore quelques difficultés à poser un référentiel commun. Si on prend l'échelle du syndicat mixte Nouvelle-Aquitaine, voilà, qui est maître sur la définition des pôles d'échange. Aujourd'hui, ce n'est pas encore très, très lisible en termes de frontières et en termes de responsabilité sur des éléments qui sont partagés par plusieurs AOM. C'est que des questions, hein, je n'ai pas de réponse. On pose beaucoup de questions dans ce temps. Je trouve que c'est assez utile aussi de défricher sous cette forme-là. Je peux donner peut-être un éclairage qui est du point de vue de l'utilisateur. En fait, la réflexion s'inspire du fait que dans les entreprises, maintenant, quand on doit faire des voyages d'affaires, avant, on appelait la secrétaire et la secrétaire envoyait des listes de vols, des listes d'hôtels, des listes. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a des plateformes qui fournissent un système qui va packager tout ça, simplifier. C'est-à-dire, on sait qu'on doit aller à un endroit. Il va proposer en fait une liste d'hôtels qui correspondent, qui sont faciles d'accès par rapport à l'endroit où on doit aller. Il va faire l'avion, s'il y a des correspondances, s'il y a des choses comme ça. En fait, ça facilite énormément l'accès. Ça prend en compte tous les critères de l'entreprise. Et donc, si on se mettait dans la place, mais là, dans un utilisateur au jour le jour, c'est vrai qu'actuellement, si on doit se faire son propre voyage sur le local, en tant qu'utilisateur individuel, il faut passer par la plateforme X, par la plateforme Y, acheter son billet et tout ça. En fait, on peut très bien imaginer que pour faciliter l'accès, tout ça soit packagé, soit automatisé. Parce que ça reste des choses qui sont assez bêtes, qu'on fait manuellement un par un. Si c'était centralisé, ça serait un gros, à mon sens, ça serait une grosse valeur ajoutée pour l'utilisateur. Alors, je pense que dans cet échange, il y a un aspect important qui est pointé, c'est le parallèle entre la longue distance sur lequel, ce que vous évoquez, en fait, il y a beaucoup de choses qui existent depuis une bonne dizaine d'années, qui maintenant sont assez matures. C'est une pratique courante, avec quand même beaucoup de complexité quand même qui est gérée par ces plateformes. Et puis le parallèle avec les trajets du quotidien, aussi bien dans un contexte entreprise que éventuellement à une échelle très individuelle et personnelle, et où d'ailleurs les deux se combinent entre ce qui est un trajet professionnel, un trajet domicile-travail, un trajet pour un autre motif, hein, et où on voit bien que par exemple même un pass transport public et multimode, il peut servir d'ailleurs pour les trois types par exemple, de trajets. Enfin, il peut servir pour un trajet professionnel, pour se rendre au travail simplement, ou pour tout autre trajet à titre personnel. Et ça, c'est quelque chose qui fait partie des spécificités. Et puis, la spécificité d'intérêt, je trouve, c'est ce qu'a évoqué Jérôme, avec une complexité particulière qui est sur
qui est celle de la billettique et de la tarification, et qui peut-être d'une autre nature ou d'un autre degré de complexité par rapport à ce qu'on trouve dans le transport longue distance, où même si la SNCF fait beaucoup d'efforts pour complexifier ses billets TGV, c'est vrai, mais à l'échelle locale, je pense qu'on est vraiment sur et régional, on est vraiment sur quelque chose qui est d'une autre ampleur, et avec cette problématique vraiment mais finalement, au-delà de fournir le tarif occasionnel, ce qu'on peut toujours faire, on va dire, il y a une sorte de tarif de base de référence. Est-ce qu'on est en mesure de partager le bon niveau d'information pour fournir on va dire la meilleure offre, celle qui peut-être combine, celle qui tient compte de certains critères qui sont pas faciles à identifier a priori. Et ça, c'est un chantier beaucoup d'une grande complexité, je pense, cette personnalisation, et qui est parfois même un problème dans les premiers déploiements, on va dire, des premiers exemples de masse. C'est à l'utilisateur. Alors peut-être que pour une entreprise, c'est moins gênant parce que si je me rends juste dans une ville à Bordeaux et pour un déplacement d'une journée, on ne propose même pas le meilleur tarif. À la limite, on n'essaie pas pour les affaires des 1 ou 2 euros de différence que ça joue beaucoup pour l'entreprise peut-être. Par contre, si moi, comme utilisateur du quotidien, on ne propose pas le meilleur tarif dont j'ai besoin, ça va faire une grosse différence. Et du coup, je ne vais pas prendre le résultat qui m'est proposé si on me propose juste le tarif 2,20 € par ticket, alors qu'en fait, j'ai le droit à autre chose, quoi. Donc, je pense qu'il y a des vrais sujets autour de ça qui sont du complexe à traiter et qui vont prendre du temps à traiter dans la pratique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense qu'il y a différents types d'utilisateurs qui ont différentes attentes. Certains utilisateurs vont pas s'occuper tant de gagner sur le tarif, mais surtout sur le gain en termes de temps que ça leur procure. Et en même temps, si ça leur donne des alternatives auxquelles ils n'avaient pas pensé, là, ils peuvent effectivement gagner beaucoup, beaucoup de temps plutôt que de prendre un taxi ou plutôt que de prendre. Parce qu'il y a un moment où même des recherches locales dans un lieu qu'on ne connaît pas, ça devient compliqué. Je me rappelle qu'à un moment à Barcelone, je devais trouver un hôtel pas loin et puis je cherchais un hôtel à proximité d'une ligne de métro qui amenait directement au point où je devais aller. C'est infernal. Il n'y a aucun Tout à fait. service qui fournit ça. Donc, Oui. et Tout ça, à fait en d'accord. gros, qu'est-ce qu'on fait? À ce moment, on prend un hôtel un peu random et puis on y va en taxi. Au niveau du coût, qu'est-ce que c'est? C'est pas franchement optimum. Pourquoi? Parce que sinon, pour être capable de faire les recherches le long des lignes de métro qui amènent à un point, il y en a pour un temps fou, alors que c'est quelque chose qui est fait en une fraction de seconde par un ordinateur. Donc, il y a à un moment, le fait d'être capable, justement, l'intérêt du MAS, c'est d'être capable de combiner plusieurs choses et de gérer cette complexité que l'utilisateur ne ferait pas. Donc, peut-être qu'au niveau des tarifs, d'un côté, ça n'optimisera pas au maximum au segment par segment, mais ça peut donner une offre qui, au global, est pourtant nettement plus compétitive. C'est un point très intéressant en fonction du profil d'usager. Clairement, on ne met pas l'accent sur la même chose et du coup, on peut répondre facilement aux besoins de certains usagers et plus difficilement à d'autres besoins. Après, ce que je vois dans les plateformes sur lesquelles on donne, on assemble ces voyages, en fait, on met des filtres, c'est-à-dire ça fonctionne beaucoup par filtre, et dans ce cas-là, c'est, ça se fait, à partir du moment où la donnée est disponible, il suffit juste de mettre les bons filtres. La difficulté, je pense, c'est plus la disponibilité de la donnée que de gérer d'autant que les calculateurs existent. Après, c'est mettre un coût face à. Et au niveau des profils, c'est sans doute possible de donner même, c'est-à-dire les personnes disent, par exemple, s'ils ont une carte, quelle carte de réduction ils ont, et à partir de là, ça peut se faire. C'est probablement Oui. pas là que se trouve la plus grande complexité. Alors sur la partie profil,
je reviens toujours à mon idée d'harmonisation, c'est que en fonction des autorités organisatrices, on n'a pas forcément la même définition. Donc un étudiant n'est pas forcément la même. On ne met pas la même définition, donc on ne met pas les mêmes éléments. Alors quand je dis étudiant, c'est au sens large, hein, scolaire, collégien, lycéen, etc. Les jeunes aussi, je pense qu'aujourd'hui on n'a toujours pas la même définition. Donc en fonction des AO, c'est 25 ans, 26 ans, 27 ans, 28 ans. Donc il faut qu'on soit attentif aussi à ces éléments-là, c'est-à-dire que on n'aura peut-être pas le même résultat, même si on a défini des profils et des critères. Je pense aussi à notre volonté d'avoir un calculateur qui est capable de proposer des... Alors, je pense au niveau local, hein, pas au niveau longue distance, mais des alternatives au transport pour la marche ou pour le vélo. Et on s'aperçoit que tout le monde aujourd'hui n'est pas équipé du même moyen de transport. Il y a ceux qui ont des vélos classiques, ceux qui ont des vélos à assistance électrique, etc. Ou des cargos, ou voilà, même des configurations complètement différentes. Et le calculateur, il propose pas forcément le même trajet à un vélo qui a la largeur d'une moto ou d'une petite voiture, ou le vélo qui va un peu plus lentement que celui qui est en assistance électrique. Aujourd'hui, cette complexité, en tout cas cette diversité de configuration n'est pas toujours prise en compte dans les outils. Pareil pour la marche. Si je suis jeune, si je suis un peu plus âgé, si j'ai un handicap, si j'ai des béquilles, si j'ai un fauteuil, la proposition des calculateurs est sur un piéton, on va dire, moyen. Voilà, donc ça c'est aussi quelque chose qui est un peu perturbant dans les résultats proposés de parcours. Souvent, le calculateur propose la distance entre 2 arrêts, mais ne prend pas en compte le temps pour se rendre à cet arrêt. Donc ça fausse un peu les résultats. S'il faut descendre dans un sous-sol, s'il faut aller sur un quai, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire que d'un point A à un point B, comme le disait Monsieur Planck, le touriste, il connaît pas forcément le réseau, les noms. Donc, il va plutôt s'adresser à la recherche d'un hôtel. Voilà, il va rechercher plutôt par rapport à sa destination et pas forcément par rapport à un arrêt qu'il doit connaître par cœur, alors qu'il ne connaît pas du tout la ville. Il ne sait pas ce que c'est que la place centrale ou l'avenue ou le cours. Il va plutôt rechercher par un point d'intérêt. Voilà, donc les points d'entrée des calculateurs, ça reste toujours à géométrie variable. Donc, est-ce que le MAS est en capacité d'adresser toutes les situations et tous les cas d'usage? Il y a peut-être encore des choses à regarder d'un peu plus près. Ouais. Ce sujet d'information et d'accompagnement de l'utilisateur, je le trouve vraiment intéressant parce que dans la pratique, certaines applications, notamment à succès, essaient de se distinguer sur cet aspect-là. Je pense typiquement à Citymapper qui a une stratégie particulière de déploiement qui consiste à se mettre sur une ville quand ils ont été capables justement de documenter, par exemple, cette accessibilité des stations. Je pense que ça va rejoindre aussi des sujets peut-être d'ailleurs avec les obligations réglementaires sur l'accessibilité qui peut-être vont amener à une meilleure prise en compte de cet aspect-là. Mais ce côté, mais ça comprend combien de temps d'aller jusqu'au quai et de quel côté du quai il faut sortir et documenter ça pour pouvoir le mettre dans le calculateur d'itinéraire, ça apporte une valeur à beaucoup d'utilisateurs et en particulier ceux qui sont justement des utilisateurs occasionnels. Parce que bien sûr, celui qui prend toujours son bus tous les jours au même endroit, bon, il n'a pas forcément besoin de Citymapper pour lui expliquer. Ce qui n'est pas forcément le cas d'un visiteur qui, pour le coup, apprécie quand il se retrouve dans une ville qu'il ne connaît pas, même d'avoir l'information non seulement complète, mais aussi dans un format qu'il maîtrise, c'est-à-dire celui d'une application dont il a l'habitude, qu'il soit à Berlin, à Madrid, à Bordeaux ou à Paris, quoi. Et ça je pense, un sujet assez intéressant, qui peut être mieux travaillé, clairement. Un bémol quand même, c'est que même les gens qui sont des utilisateurs fréquents, j'ai lu que là, il y a eu des grèves importantes à Londres et qu'il y avait une fraction qui est assez importante des utilisateurs, donc tout le monde a dû changer ses habitudes de transport, mais il y a une fraction assez importante qui ne sont pas revenus à leurs habitudes précédentes. Ce qui veut dire que du fait de cette grève, ils ont découvert d'autres options qu'ils ont, qu'ils qu'ils ont se adoptées. réorganiser.
même pour les utilisateurs locaux et fréquents, Sûr. il y a un Les potentiel. questions de taux d'occupation des véhicules, pour moi, c'est vraiment un autre exemple aussi où typiquement les AOM et leurs opérateurs de transport peuvent faire des choses et pour moi devraient faire des choses en tout cas parce qu'ils sont aux premières loges et ils ont l'information parfois à la source, pas toujours exploitée, mais qui a dans la perspective d'un utilisateur a une valeur importante pour s'organiser, pour peut-être faire des choix différents. Je crois, Nicolas, tu veux réagir ou ouvrir un nouveau sujet ou c'était juste une main qui était restée levée? Je voulais réagir, ouais, parce qu'on Ouais. on est vraiment sur un truc, enfin des sujets super sensibles et super intéressants en ce qui concerne ce qu'abordait Jérôme tout à l'heure, hein, sur la standardisation tarifaire. Moi, techniquement, je vois pas comment on va pouvoir mettre en place un standard avec ce qui va arriver sur le déploiement de l'ABT, où on va avoir une puissance en termes de création tarifaire, autant sur des gammes tarifaires extrêmement classiques, on va pouvoir créer des standards, mais avec la puissance de l'ABT, où on va avoir quasiment du sur-mesure, où ça va être difficile de créer un standard. L'autre réflexion sur les calculateurs. Pour moi, ce qui m'apparaît important, c'est tout ce qui concerne, on va dire et tu le disais hein, tout à l'heure, Ghislain, c'est la capacité des collectivités d'implémenter l'information à la source. Et je pense tout particulièrement à la question des référentiels voirie, sur un truc tout bête, hein, qui est les notions d'accessibilité et la mise au numérique des plans d'accessibilité voirie, par exemple. La majorité des autorités organisatrices, alors à ma connaissance, il n'y a pas de standard au niveau des référentiels voirie, ce qui est dommage. Ça pourrait nous retirer une belle épine du pied sur des problématiques qu'on rencontre en termes de gestion patrimoniale et puis de guidage numérique lié à la voirie. Donc l'importance au niveau de l'accessibilité, c'est de pouvoir renseigner tout ce qui est tout ce qui est bornes pododactyles, tout ce qui est les cheminements piétons, parce que les calculateurs d'itinéraire, c'est pas fait que pour les valides, hein, c'est fait aussi pour les personnes en situation de handicap. Donc ça, je pense que si on n'a pas si on n'assoit pas ça d'abord sur un référentiel voirie, ça me paraît difficile. Il y a un autre aspect qui est lié à la bonne assise du référentiel voirie, c'est ce qui concerne l'information circonstancielle. Parce que en fait, dans une mobilité ou un cheminement, un trajet, c'est pas un long fleuve tranquille. Il peut advenir des situations qui sont des grèves, des situations de déviation, des situations qui vont perturber la chaîne des déplacements. Et ça, on est dans des logiques d'information circonstancielle. Je ne sais pas s'il y a un standard qui existe sur ça, mais ça m'apparaît important. Peut-être un truc à développer avec la question du flux Siri sur ces sujets. Voilà, donc Ouais. en vrac, voilà Mmh. mes réflexions sur tout ce qui est l'aspect tarifaire, techniquement, comment on va pouvoir gérer ça avec la créativité liée à la mise en place et au déploiement de l'ABT, et sur tout ce qui est les calculateurs d'itinéraire, avec qui concerne l'information circonstancielle Mmh. et l'accessibilité. Ouais, la question, si je reprends dans sens inverse tes points, l'information circonstancielle, elle est, ou certains diraient temps réel, mais je pense que le côté circonstanciel que tu évoques, il est important. C'est-à-dire que finalement, c'est ce qui permet de fournir des éléments d'environnement à un usager à un moment donné. C'est quelque chose d'assez important, comme tu disais, que ce soit Siri ou GTFSRT sont dans cette logique. Enfin, en tout cas, Siri est sur une logique de temps réel par conception. Ce qui est rigolo, je trouve, dans GTFSRT, c'est que c'est moins sophistiqué, mais l'approche des choses est justement de dire
on avait un plan qui était le GTFS avec des horaires. Et GTFS CRT, justement, décrit qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui est perturbé. Il y a un arrêt qui n'est pas au même endroit, etc. Ce genre de choses. C'est une manière plus basique de décrire les choses, mais qui est un peu dans cette logique-là de se dire, mais il se passe quelque chose qui n'était pas planifié, en fait. C'est ça l'idée. Et par contre, c'est clair qu'on ne couvre pas tous les besoins. Je pense que c'est peut-être quelque chose qui, à un moment donné, devra être aussi couvert dans des standards liés aux masses et leurs API, c'est-à-dire que à un moment donné, on n'est plus uniquement dans la publication de données génériques, même dire qu'on a dépassé un point d'arrêt, ça reste quelque chose qu'on publie pour tout le monde, puisque tout le monde peut avoir besoin de cette information, versus euh, pour le trajet de tel utilisateur, et ça, on retrouve ça beaucoup dans les services de mobilité type autopartage ou vélo, libre-service, etc. On a besoin de communiquer à l'utilisateur de manière spécifique une certaine information qui concerne son trajet et son environnement. Et là, ça passe plus par justement les API et du coup le système qu'il y a derrière, qui doivent déterminer que tel utilisateur a besoin de cette information dans ce contexte-là, qui peut être d'ailleurs très bien lié à son vélo. Si on prend cet exemple-là, ton vélo a un problème où il faut que tu en changes, où il se passe quelque chose dans l'environnement de ton trajet. Donc, du coup, ça veut dire que pour moi, il y a une partie de ce sujet-là qui va devoir de plus en plus aussi être traité par ces API liés au masque qui, quelque part, permettent à différents systèmes, donc différents acteurs, de communiquer entre des informations et de les mettre à disposition d'un usager, quoi. Ouais. Mais excuse-moi, Gislain, mais Vas-y, je t'en prie. je pense que paradoxalement, on a plus de capacité technique sur les questions du temps réel, où on peut informer en temps réel sur des circonstances liées à des perturbations, que sur quelque chose qui est programmé, où c'est quand même le talon d'Achille des collectivités. Parce qu'à la base, les collectivités, la plupart des collectivités ne sont pas rentrées dans une logique de numérisation de leur arrêté. On a des situations qui peuvent être intégrées parce qu'elles sont prévues, des questions de déviation, des questions de travaux, des questions qui peuvent perturber un cheminement, et le passage de la prise d'arrêté, c'est-à-dire de la démarche administrative de l'autorité organisatrice, à l'ouverture de cette donnée pour que les services numériques s'en saisissent et mettent la bonne information, ça pose problème. Mais aussi que cette information issue des arrêtés puisse incrémenter les systèmes d'exploitation tels qu'un SAE, aussi, c'est pas le fort de la plupart des collectivités, quoi. Et en fait, ce point-là, d'ailleurs, moi, ça me fait penser à la démarche de Waze que beaucoup connaissent, voilà, qui peut être critiquée, mais qui, en tout cas, sur la manière de faire, je pense qu'ils ont justement bien perçu le sujet, qui consiste à dire, nous, on veut mettre à disposition des villes un certain nombre de données que sous conditions, et la condition justement principale qu'ils demandent, c'est dire à une ville partenaire, un territoire partenaire, nous, ce qu'on voudrait, c'est justement que, en gros, vous numérisiez vos arrêtés pour que nous, on puisse les inclure dans l'application sous forme d'information, parce qu'ils ont identifié justement ce que tu as pointé, c'est que c'est la difficulté aujourd'hui, le manque, et qu'au-delà de fournir des informations à Waze, il y a un vrai besoin et un vrai intérêt pour les villes de le faire. Vas-y, Mélanie, tu ferais déjà sur ce sujet-là spécifiquement. Oui, c'était pour compléter, pour vous dire que on avait détecté le problème aussi et que quelqu'un de la DGITM a lancé une start-up d'État à ce sujet qui est en train de se monter. Et voilà, le but, c'est de numériser les arrêtés et également de les standardiser pour que C'est ce soit vrai. Ah oui, plutôt en plus, j'en ai global. parlé Et avec lui au mois de juin. J'aurais dû en parler, t'as c'est raison. Mathieu Fernandez, si vous voulez avoir le contact, il sera enchanté d'en discuter avec vous. Et on peut, oui, voilà, peut-être si jamais tu veux mettre son contact dans le chat uniquement pour les Si on peut participants, partager, du coup, oui. tac, c'est pour Ouais, les bien fichus sûr. qui sont avec nous ce matin, mais ça peut être. Et effectivement, en plus, il est très, voilà, il est très, très enthousiaste sur son projet et il sera forcément preneur de retours ou d'opportunités, peut-être même d'ailleurs d'aller tester, je Oui, crois, sur le carrément. terrain, il me semble. Donc, si c'est l'un ou l'autre d'entre vous qui a envie d'y aller ou d'avancer, je pense qu'il sera très, très preneur. Il y avait aussi l'autre sujet sur tout ce qui est accessibilité cheminement piéton. Je pense que il faut vraiment venir le 4 octobre prochain. Ça va être bien. Oui, Enfin, on parce va beaucoup parler de que il ça et de existe choses associées. Voilà, et je ne veux pas forcément déflorer du coup le sujet. Enfin, je pense que je suis sûr que Mélanie, tu aurais plein de choses à en dire, mais que peut-être qu'on peut
inciter les uns les autres à venir du coup le 4 octobre, si je ne me trompe pas, c'est dans 15 jours, parce que ça va être vraiment l'un des thèmes abordés. Il y aura des partages d'expériences assez intéressants. Et puis oui, sur l'ABT, je trouve que c'est un point vraiment intéressant que tu pointes, hein, c'est que la semaine dernière, on avait un atelier de travail et quelqu'un nous attire notre attention sur le fait que sur une région comme la Normandie, qui permet de pas citer d'autres acteurs, il y a entre 300 et 350 offres tarifaires. Je sais plus de 300 ou 700, j'ai un petit doute. Ah, je crois que c'était 572. 572, il y a d'autres personnes qui ont été marquées. Et du coup, 572, avec parfois en plus des systèmes tarifaires par tronçon, vraiment sur des choses complètement... et donc c'est déjà relativement complexe, mais effectivement, ce que je dis, c'est que potentiellement, on peut encore exploser plus le truc dans un contexte comme l'ABT parce qu'il n'y a plus de limite, quoi. Je sais qu'il n'y en avait pas beaucoup. Et ça pose de fait la notion de je publie des tarifs, en fait, potentiellement, elle est en train d'un peu exploser. Si tant est que la collectivité puisse faire ça, mais et on se retrouve sur des situations qu'on trouve déjà sur d'autres services de mobilité, où typiquement, par exemple, dans les groupes de travail, type autopartage et vélo libre-service, que disent les opérateurs quand on conçoit même l'API, ils disent, bah voilà, oui, je peux communiquer un tarif officiel, générique, dans le cas général, mais finalement, parce qu'ils sont à compte base, donc ce qu'ils disent, c'est que moi, j'ai besoin que dans l'API, par exemple, je peux rendre, on m'interroge sur les voitures disponibles, je peux mettre à disposition une information sur le tarif des voitures. Par contre, quand la personne fait sa réservation, j'ai besoin je vais lui confirmer c'est quoi le tarif que je suis capable de lui proposer en fonction d'une liaison de compte, où là, je connais l'utilisateur, est-ce qu'il a un abonnement chez moi, est-ce qu'il a d'autres circonstances particulières, est-ce que j'ai des informations sur son profil. Et là, je vais lui donner un tarif pour pouvoir faire la réservation qui est le vrai tarif et qui ne peut pas être. Et ce qu'il dit, en fait, c'est qu'ils ne sont pas en mesure de fournir toutes les informations nécessaires, par exemple, à un MAS partenaire, pour que ce soit le MAS qui précalcule ce que va être le tarif exact. Et ils disent, non, c'est nous, à un moment donné, qui allons faire notre moulinette et allons communiquer c'est quoi le tarif. On ne peut pas le déporter entièrement chez un partenaire parce qu'on est dans un système à compte-based ticketing. Et du coup, comme le transport public est en train d'aller vers ça, potentiellement, on a le même type de situation. Ce qui pose question par rapport même à l'approche même qu'on a aujourd'hui de la publication des données, y compris sur les tarifs ou des référentiels tarifaires. On a normalement une vocation à documenter ces tarifs. Et la semaine dernière, encore dans notre atelier qui portait sur un peu les infrastructures un peu essentielles numériques pour le MAS, il y avait beaucoup de demandes qui ont c'est-à-dire, et si on avait un super référentiel tarifaire. Alors, c'est là où certains ont pointé que déjà sur une région, on peut avoir des centaines de tarifs. Donc, évidemment, quand on combine les régions, c'est potentiellement encore un peu plus compliqué. Et qu'en fait, peut-être que c'est illusoire, du coup, vu ce que vous dites là, en fait, les uns les autres, c'est que peut-être que c'est pas la bonne. Clairement, moi, j'ai déjà convaincu que c'était pas la bonne approche, juste parce que déjà, il y en a trop et que c'est trop complexe. Mais peut-être qu'il faut envisager les choses sous une autre forme, quoi, y compris pour créer l'interopérabilité. Déjà, c'est compliqué de se mettre dans une logique de standard tarifaire dans une logique CBT, c'est-à-dire où on a des grilles, c'est fixe. Là, avec l'ABT, voilà, je ne vois pas tellement, quoi, parce que franchement, on peut tout imaginer, quoi. Le champ des possibles est vraiment ouvert à tous les niveaux, quoi. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une limite qui est le fait que, en tout cas, quand c'est un tarif qui est, on va dire, mis en œuvre par la collectivité, il doit forcément être préétabli, voté, validé en amont? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de tarifs, et à un moment donné, ils ont tous fait l'objet d'une décision à un moment donné de l'autorité pour dire je mets en place ce tarif pour tel profil, dans telle condition, non? Contrairement à, par exemple, à quelqu'un qui fait du lead management, SNCF ou sur l'avion, ça ne peut pas fonctionner tout à fait pareil, j'imagine, pour une AOM. Non, la créativité des élus, elle est assez forte, hein, donc croiser oui, plusieurs on peut types de... Oui, je pense que, j'allais dire, par rapport au système qu'on souhaite mettre en place, carte centrique ou pas, mais la créativité, en tout cas, des offres, elle est sans limite. Donc, effectivement, quand on est en période de crise, quand on est en période de confinement, quand on est en période d'offres tarifaires, de rentrée scolaire, etc. Donc, il y a plein de cas de figure, de calendrier,
Jeux olympiques, etc. Donc, il y a plein de situations qui font qu'on souhaite créer des titres du sur-mesure. On le fait déjà. Ça complexifie effectivement les systèmes. Peut-être que cette approche, effectivement, de vouloir à tout prix une grille commune pour tout le monde, il y a une réflexion à mener à l'ouverture du masque, quel type de produits on commercialise et voilà, donc ce qu'on essaye d'imaginer sur le bassin de mobilité, c'est de créer peut-être un produit un peu complexe, mais en tout cas un produit harmonisé entre le syndicat, la région et les différentes institutions. Donc de plus regarder la grille des uns et des autres, mais de proposer quelque chose d'un peu plus combiné. Donc un produit combiné qui offrirait justement ce panel de moyens de transport. Mais là, aujourd'hui, c'est à l'échelle du bassin. C'est pas encore à l'échelle du territoire. J'ose même pas imaginer au niveau national. Donc, Bien sûr. Et alors, du coup, d'ailleurs, c'est un sujet qu'on envisage d'aborder, non pas dans donc, le temps d'octobre, j'en ai déjà parlé, mais dans l'échange thématisé plutôt de début novembre. On envisage du coup de le faire c'est un peu sur cette thématique de masse et billettique et comment dépasser finalement les problématiques d'interopérabilité billettique ou comment la mettre en œuvre par d'autres moyens, en partant d'exemples un petit peu concrets, y compris dans le transfrontalier ou avec l'exemple de ce que fait la région Grand Est aussi sur son code barre 2D. Et que du coup, on pourrait peut-être aborder aussi ce qui se fait sur sur la Nouvelle-Aquitaine en termes d'approche, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire qu'à un moment donné, on a une forme d'harmonisation ou d'interopérabilité? Peut-être que ce n'est pas la même chose que ce qu'on envisageait il y a 5 ans ou 10 ans et qu'on n'est pas forcément en mesure de mettre en œuvre. Mais ça m'intéresse éventuellement peut-être qu'on en parle encore dans les 5 minutes qui nous restent, si ça vous intéresse. Et notamment, c'est lié aussi au contexte, je pense. Il y a ce qu'ont fait les Allemands, ce qu'ont expérimenté les Allemands pendant quelques mois, hein, qui fait un peu l'actualité, qui bousculent les uns et les autres. Il y a et qui fait partie d'une réflexion de plus long terme, peut-être en France. Est-ce que demain on serait capable, simplement capable, si on décidait collectivement, de mettre en œuvre une logique de tiens, j'ai un titre national qui me permet d'aller partout en France sur des réseaux locaux, régionaux, à des conditions quelles qu'elles soient à la rigueur. Et par quels moyens on serait est-ce qu'on serait capable de faire ça dans du court moyen terme, au-delà du long terme? Et je pense que en tout cas, c'est quelque chose qui guiderait l'échange au mois de novembre. Mais si vous avez des idées sur le sujet ou sur la manière de poser les questions, Je pense que ça va être extrêmement, enfin c'est un sujet hautement complexe, quoi, parce que en fait, l'agilité tarifaire telle qu'elle nous est proposée avec la question de l'ABT, ça va être déjà d'une part du sur-mesure et puis une transversalité jamais imaginée. C'est-à-dire que c'est cette capacité, en fonction des événements, de prendre la tarification qui est au plus juste de l'usager. Si par exemple, je sais pas, il y a une problématique environnementale sur tel secteur, eh bien, déclencher de la gratuité sur telle ligne, par exemple, sur une période très très courte. Il y a une ouais. agilité que des standards vont avoir du mal à gérer. Je ne sais pas Est-ce si que je ce ne suis serait pas un clair. atout? Mais est-ce qu'on ne pourrait pas voir Alors, comme un atout on va dire si tous les autres transports étaient équipés d'ABT, ce qui est évidemment un petit peu prématuré, mais ça voudrait dire aussi que pour le coup, sous réserve que ces comptes soient capables de communiquer de manière standardisée, je suis en train de faire la transition avec ma prochaine réunion, qui est sur le compte mobilité standardisé, mais ça voudrait dire aussi que il y aurait par exemple, si l'État disait tiens, moi je suis prêt à mettre en œuvre une formule nationale, peu importe les conditions, je peux pas, et ben, elle pourrait être rendue compatible ou mise en œuvre, déclinée sur le terrain, peut-être justement chez tous les opérateurs qui ont cette logique d'ABT, alors forfait qu'aujourd'hui, c'est mobilité, possible que c'est ça ça? pourrait se faire. Oui, par exemple, un forfait mobilité, voilà. Un ministre qui dit tiens, je vais faire un forfait mobilité, encore une fois, peu importe les conditions tarifaires, à la limite, c'était même pas le sujet finalement, hein, que ce soit gratuit, 9 €, un abonnement, voilà, sous conditions sociales, mais à la limite, ça, c'est vraiment le business de l'État, quoi. Mais la question, c'est comment le mettre en œuvre dans la pratique, c'est-à-dire comment faire en œuvre que de manière effective, quelqu'un qui aurait ce titre pourrait venir à Bordeaux,
pourraient venir à La Rochelle, à Poitiers, etc., et bénéficier de ça, et que derrière, en plus, les gens puissent se compenser tout ça financièrement comme il faut. Et peut-être que l'ABT, du coup, peut constituer une opportunité. C'est-à-dire que finalement, partout où il y a de l'ABT, si l'ABT est capable de communiquer avec des tiers, pour le coup, ça devient beaucoup plus facile qu'un réseau qui n'a pas de l'ABT potentiellement, j'imagine. Enfin, ça semble rentrer dans le champ des possibles. Alors qu'aujourd'hui, ça paraît juste. Parce que vous pourriez justement créer dans l'ABT, dire pour cette personne bénéficie d'un titre national et je lui crée effectivement ça. Et puis après, je me débrouille avec l'État pour savoir combien il doit me payer ou quoi, mais ça, c'est un autre sujet. Il pourrait y avoir des choses. Peut-être des problématiques liées à la confidentialité des données privées. Oui, tout à fait. Ça fait partie des choses qui, techniquement et en termes de politique, effectivement, RGPD doivent être gérées entre les différents acteurs. Ça possible, ouais. Et la redistribution des recettes, moi, toujours la complexité, effectivement, Oui. de comment on répartit ces recettes. OK, un forfait donc financé par l'usager, pourquoi pas, ou par l'État. Mais comment on redistribue à l'ensemble des acteurs sur la chaîne? Il a pris le train, l'avion, une voiture, un taxi, une trottinette, etc., etc. Dans tout son forfait. Et comment on redistribue ces éléments-là? Comment on calcule déjà ces éléments-là et comment on les Absolument. redistribue? Ce qui est encore on est bien d'accord que c'est un autre sujet. Il y a un préalable avec Île-de-France Mobilité quand même, parce que ils ont des bus, ils ont des métros, des trams, tout ça, et ils se redistribuent. Il y a quand même des. Après, à mon sens, c'est plus une volonté politique qu'autre chose. Alors, Île-de-France Mobilité, il y a effectivement un acteur. Pour certains territoires, on a une archipel d'institutions. Et si on y met en plus les acteurs privés, où chacun est en droit de demander une commission, en tout cas une redistribution, la complexité de la redistribution des 1,70 € divisé par... voilà, et donc économiquement... Après, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, il y a une part de redistribution à l'usage. C'est-à-dire, ils font des... Ils voient. Par contre, si on imagine quelque chose au niveau national, il y a une chose qui est absolument certaine, c'est que le même jour, on ne va pas faire un usage à Dunkerque, à Nantes, à Marseille et à Mulhouse. Ou alors, c'est quand même assez compliqué. Donc, il peut y avoir une part de distribution par rapport à un profil d'usage si on arrive à traquer ces données, ce qui est normalement le cas si l'achat est si la réservation se fait en ligne. En tout cas, voilà, c'est un sujet pour le mois de novembre. Donc, voilà, c'était une sorte de teasing et de cliffhanger même, puisque je pense qu'il va falloir qu'on s'arrête. On a une réunion, peut-être certains d'entre vous participeront à 10h sur le contenu mobilité standardisé. Donc, il faut à la fois qu'on libère la salle techniquement du Zoom et qu'on se prépare à la transition sur un plan plus physique, on va dire, pour les uns et les autres. Merci en tout cas de votre participation aujourd'hui, de ces échanges qui en plus qui étaient une manière aussi de préparer de futurs échanges. Donc, comme d'habitude, voilà, vous retrouverez la vidéo, mais ça, c'est plutôt pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'être là ce matin. Il y aura un rendez-vous dans un mois habituel, un peu dans le même format. Et puis, encore une fois, dans 15 jours, un rendez-vous thématisé sur globalement Netex et les données d'accessibilité transport. Donc, n'hésitez pas aussi à en parler à des collègues que vous auriez qui pourraient être intéressés par le thème. Je vous souhaite une bonne journée. Merci bien, bonne journée. Merci, bonne journée, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.